bonjour à tous. On va démarrer ce webinaire maladie des blés. Les différents sujets que l'on va aborder dans ce webinaire, nous allons retrouver 4 grands sujets. Un premier sujet sur la septoriose, où on va parler gestion de la résistance, innovation, on va parler de biocontrôle, mais également de lutte chimique, et également une partie combinaison des leviers sur la lutte contre la septoriose. Voilà, donc ces parties-là seront évoquées par différentes personnes. Je reviendrai sur la partie programme des différentes régions. Donc vous retrouvez ici les différentes régionaux qui vont intervenir. Donc Delphine Boutet, Bastien Chopineau, Yves Pousset, Élodie Gagliardi, Élodie Kemener, Charlotte Lafont, Aude Carrera et moi-même, et également des personnes qui sont experts dans le pôle maladie et méthodes de lutte chez Arvalis, Jérôme Thieberge et Gilles Coulot. Donc si je reviens sur les parties, je vous ai déjà évoqué la première sur la septoriose, il y aura un pavé sur la septoriose, une deuxième partie sur la lutte contre la rouille brune, qui sera plutôt les résultats sur l'innovation produit. Un dernier point sur la fusariose et la qualité sanitaire, donc avec un point sur la réglementation et l'évolution de la réglementation, également la lutte directe contre la fusariose, on parlera également combinaison de leviers rapidement, et un dernier sujet sur la mise en musique de tout ça dans la stratégie de lutte contre les maladies, donc comment on évalue les risques et comment on crée les programmes qui nous permettront de lutter contre les maladies. Voilà, donc sans plus attendre, je vous propose de commencer donc sur la partie septoriose qui sera présentée par Élodie Kemener, Charlotte Lafont et Élodie Gagliardi. Et c'est Élodie Kemener qui commence cette partie. Bonjour à tous, bienvenue. Donc Élodie Kemener, ingénieure régionale basée en Bretagne. Donc, pour commencer, un retour sur le contexte septoriose 2021, à savoir que à l'échelle du territoire, nous avons une pression faible à modérée, notamment impactée par le froid d'avril et mai qui ont ralenti les cycles de reproduction de la septoriose. Et ce sont au final les pluies de mai et juin qui ont provoqué des contaminations. Ainsi, la nuisibilité de 2021 est une nuisibilité liée à la pression tardive sur l'ensemble de la France. Je vais débuter cette partie sur la présentation des résultats du réseau d'essais performance. Ce réseau consiste à suivre l'évolution des souches de septoriose vis-à-vis de la résistance. Je tiens à remercier tous les participants qui réalisent des essais chaque année. Et qui nous permettent d'avoir les résultats que nous allons vous présenter maintenant. Avant de commencer, un point sur la nuisibilité dans le cadre de ce réseau d'essais. Donc, ce réseau a pour objectif de cribler la septoriose. Donc, la nuisibilité est majoritairement liée à la septoriose. En 2021, on note une nuisibilité moyenne de 14,5 quintaux, 2 fois moins importante par rapport à celle de 2020. Et quand on regarde de manière pluriannuelle, on est sur une moyenne proche de la moyenne pluriannuelle. Quelques rappels sur les principales familles chimiques que nous allons évoquer tout au long du webinaire. Donc, première famille chimique que l'on parle, ce sont les IDM, avec plus communément les triazoles. Et comme molécules dans cette famille, tébuconazole, metconazole, méfentrifuconazole. Ensuite, nous avons la famille des SDHI ou carboxamides, avec des molécules comme le fluxapyroxade, le benzobenzylflupyr. Puis les QOI, que l'on nomme strobilurine, avec la pyraclostrobine, la trifloxystrobine, par exemple. Une nouvelle famille, les QII, qui est arrivée sur céréales l'année dernière, avec la molécule fenpicoxamide qui nous permet justement de gérer la gestion des résistances et l'alternance des modes d'action. Les multisites que l'on a donc avec 2 molécules, folpel et soufre, et enfin la famille des amines avec la fenpropidine. Je vais vous présenter les différentes souches de résistance que l'on a identifiées à l'échelle du territoire. Le profil de résistance là, que je vais vous présenter est un profil obtenu en laboratoire.
Donc, premier profil de souche que l'on a, ce sont les tri-LR, des souches faiblement résistantes au triazole. Ensuite, nous avons les souches moyennement résistantes au triazole, les tri-MR. Elles présentent des facteurs de résistance moyens sur les molécules. Ensuite, nous avons les souches fortement résistantes, les tri-HR. Elles présentent des facteurs de résistance moyens à élevés à quelques IDM. Puis les souches très fortement résistantes, les MDR, qui elles présentent des résistances croisées à tous les IDM et des niveaux de résistance élevés. Ces deux catégories, TRIHR et MDR, sont aujourd'hui les souches majoritaires sur notre territoire. On a également une catégorie de souches CAR-R qui présente, elle, un profil de résistance au SDHI avec des niveaux faibles à forts. Et puis une nouvelle catégorie cette année, CAR-HR, pour représenter les souches qui ont des niveaux de résistance élevés au SDHI. Ces deux dernières catégories, CAR-R et CAR-HR, sont des souches en progression. Si maintenant on regarde le profil des souches que l'on retrouve dans les échantillons qu'on analyse, donc ici vous avez le suivi de 2003 à 2011 dans le réseau d'essais. On va se concentrer sur les trois types de souches majoritaires. Le premier type de souche, les tri-HR, donc les souches hautement résistantes à certaines triazoles, mentionnées ici sous la courbe rouge. En 2021, elles sont à hauteur de 61% dans les échantillons. Puis les souches MDR, représentées par la courbe noire, qui sont à hauteur de 28% dans les échantillons. Ces souches-là, je le rappelle, sont des souches avec des résistances élevées au triazole. Et enfin, la dernière catégorie, les CAR-R, mentionnées ici avec la courbe bleue, qui sont à hauteur de 25% dans les échantillons. Et ce que l'on remarque, c'est une forte progression de ces souches-là depuis 3 ans. Maintenant, on va regarder l'impact de la pression de sélection des souches en fonction du type de traitement appliqué. Donc ici, les résultats présentés sont issus d'un réseau de 16 essais qui a eu lieu entre 2019 et 2021. Ce que je vais vous présenter, c'est l'impact du traitement T1 entre 2 nœuds et dernières feuilles pointantes. Donc, le premier bâtonnet correspond au témoin non traité, qui présente un profil de souche. Donc, en jaune, vous retrouvez les souches tri-MR à hauteur de 23%, en rouge, les souches tri-HR à hauteur de 58%, et en noir, les souches MDR à hauteur de 19%. Ensuite, vous avez 3 types de protection différentes. Quand on regarde d'une manière macro, ce que l'on peut voir, c'est qu'à partir du moment où on applique un ou plusieurs fongicides sur la parcelle, on a une pression de sélection des souches, à savoir une diminution des souches dites tri-MR en jaune, et une augmentation, une stagnation des souches tri-HR au profit des souches MDR, donc des souches qui ont des profils de résistance élevés à plusieurs triazoles. Ensuite, si on détaille un peu plus, donc on avait une modalité avec un traitement seulement à dernière feuille étalée, une impasse en T1. Puis, on avait 2 modalités avec des différenciations en T1. Le premier, c'était un T1 à base de triazole plus soufre. Et le second traitement, c'était un T1 basé avec du soufre et du phosphonate. Donc 100%, une stratégie 100% biocontrôle au T1. Ce que l'on peut voir, c'est que ça soit avec IDM ou soufre plus phosphonate, on a une répartition des souches assez identique. Et malgré un T1 100% biocontrôle soufre plus phosphonate, on a un effet neutre sur la répartition des souches vis-à-vis de leur résistance aux IDM. Autre point que nous avons regardé, ici, c'est l'impact de l'ajout du Folpel au T2, qui est une molécule multisite. Donc ici, c'est la synthèse de 23 essais entre 2020 et 2021.
Donc le code couleur est identique à la diapo précédente. On compare deux modalités, une où on a fait un seul traitement à partir du stade des feux à base de SDHI triazole, et l'autre, on a également fait un seul traitement à des feux, mais auquel on a rajouté du Folpel. Quand on regarde entre ces deux modalités la répartition des différents profils de souches, on voit que le fait d'ajouter un multisite au T2 comme le Folpel a un effet neutre sur la sélection des populations. Donc, ce qu'il faut retenir sur cette partie gestion de la résistance, on retient que la progression de la résistance est continue sur le territoire, qu'on a une stabilité des souches dites MDR, donc avec des profils à hautement résistance, une très légère progression des souches TRI-HR et une progression des CAR-R depuis ces 3 dernières années. En termes de recommandations, on reviendra sur les recommandations générales à la fin du webinaire. À ce stade, on peut retenir 2 points. 1, limiter le nombre d'applications fongicides pour espérer ralentir la pression de sélection, à savoir éviter les traitements peu ou pas utiles, les traitements trop précoces par exemple. Et le deuxième point qu'on va retenir, c'est diversifier les modes d'action et les substances actives au sein d'un programme de protection. Je vais passer maintenant la parole à Charlotte Lafont qui va vous présenter les résultats sur l'évaluation des solutions et des innovations. Oui, merci Elodie. Donc bonjour à tous, Charlotte Lafont, ingénieure régionale en Pays de la Loire. Et donc comme l'a dit Elodie, je vais maintenant vous présenter les résultats des essais Septorios conduits en 2021. Donc alors, avant toute chose et très rapidement, quelques infos réglementaires qui impacteront la prochaine campagne. Donc on a 2 molécules qui sont désormais interdites, le mancozeb et le thiophanate méthyle. On aura 2 molécules pour lesquelles 2022 sera la dernière campagne. Donc c'est le ciproconazole dont la période d'approbation est arrivée à échéance en mai dernier et le prochlorase pour lequel la fin d'approbation est prévue en fin 2021. Et enfin le fluxapyroxade, donc on retrouve notamment dans le Revistar, change de classement et devient H362. Donc la principale conséquence sera l'impossibilité de mélange avec d'autres produits classés H361 ou H362. Et donc par exemple, je peux vous citer en exemple le mélange Priaxor-Relmer qui sera désormais impossible. Donc ensuite une diapo pour vous présenter les nouveautés 2022. Alors on a une nouveauté biocontrôle, le Pygmalion de chez De Sangos qui est composé de phosphonate de potassium et 4 nouveautés classiques ou conventionnelles. Donc 3 spécialités proposées par BASF, autorisées sur blé, orge et seigle. Donc Intrex XE, donc c'est une nouvelle formulation de Intrex composée de fluxapyroxade, qui est également autorisée sur avoine. Isix composé de méphène trifluconazole et de pyraclostrobine, et le Zoom composé de méphène trifluconazole et de fluxapyroxade. Donc c'est les 2 mêmes matières actives que dans le Revistar, mais avec un ratio différent. Et enfin, chez Corteva, on a l'homologation de Univoc sur blé et seigle qui est composé de phènepicoxamide et de prothioconazole. Dans un premier temps, nous allons nous pencher sur les T1. Donc sur la diapo, vous pouvez voir les résultats d'un regroupement de 4 essais conduits sur variétés sensibles à l'acète-tau. Donc on a comparé différentes modalités à une impasse de T1. L'ensemble des modalités, y compris l'impasse, ont été relayées par un Elatusera à 0,75. Et comme vous pouvez le voir sur le graphique, on a pu comparer des associations soufre-metconazole, soufre-tétraconazole, soufre-pygmalion. Donc le pygmalion, on vient de le voir, et ça constitue avec le soufre un T1 100% biocontrôle, et soufre-folpel. Et dans ces essais, la nuisibilité était de 13,8 quintaux, et l'enjeu du T1 était de 2,7 quintaux. Alors à gauche, on va retrouver les niveaux d'efficacité sur les différentes modalités. Donc on voit bien que même si on a de légères nuances, on n'a pas de différence significative ni entre les modalités, ni avec l'impasse. Et en ce qui concerne les rendements, sur le graphique de droite, on n'a aucune modalité qui ne diffère statistiquement de l'impasse. Donc pour rendre les résultats un petit peu plus robustes, on vous propose une synthèse pluriannuelle sur 3 ans. Donc on a ici une comparaison entre une impasse de T1, un T1 classique avec du MEDCO et du soufre, et un T1 100% biocontrôle avec du phosphonate et du soufre. Donc comme précédemment, toutes les modalités ont été relayées par un Elatusera. Sur les efficacités, on constate que le T1 100% biocontrôle est très proche de la référence triazole-soufre, et de la même manière, l'écart de rendement est très faible entre les 2 modalités et l'impasse sur le rendement.
Donc pour conclure sur les T1, on peut dire qu'il y a relativement peu de quintaux à gagner avec le T1, comme vous avez pu le voir dans les résultats 2021 et dans le pluriannuel. Le poids du T1 n'est en moyenne que de 1,8 quintal hectare et n'est rentable que dans 27% des situations. Donc les chiffres, ils sont issus d'une synthèse de résultats entre 2013 et 2021, hors risque rouge-jaune. Et même si en 2021, on avait un poids de T1 qui était légèrement supérieur, l'ordre de grandeur reste le même. Et en fait, il en résulte que les interventions vont être difficilement valorisables, y compris sur des variétés sensibles à la septo. Donc on vous rappelle que l'impasse de traitement reste la règle dès lors qu'on a une variété qui a une note septoriose supérieure ou égale à 6,5, hors risque rouge-jaune bien sûr. Donc ça correspondra à peu près à 30 à 40% des situations. Et dans les cas où un T1 s'avère nécessaire, on a différentes solutions disponibles, qui sont toutes techniquement équivalentes, on vient de le voir, notamment une solution 100% biocontrôle. Donc je rappelle bien qu'ici on ne parle que de septo, et si jamais il y a de la rouge-jaune, elle fera l'objet d'une intervention spécifique qui sera davantage détaillée en fin de ce webinaire. Donc l'idéal, bien entendu, est de parvenir à se passer totalement du T1 en combinant les différents leviers qu'on a à disposition. Donc on abordera ça juste après, dans une deuxième partie, juste après les solutions T2 que nous allons voir tout de suite. Donc maintenant, on va s'intéresser aux solutions disponibles en T2 contre la septo. Donc quand je parle de T2, je veux parler des solutions de protection qui sont appliquées aux alentours du stade dernière feuille étalée à peu près. Donc nous avons ici les résultats d'un regroupement de 3 essais dans le contexte de 2021. Donc comme l'a dit Elodie, avec une apparition de la septoriose tardivement et une nuisibilité dans ce regroupement de 15,9 quintaux hectares. Tout en haut du graphique, vous pouvez retrouver les deux références, donc en l'occurrence Cardix 0,9 et Elatucera 0,75, qui sont techniquement très proches. Juste en dessous, on a la solution Revistar XL, donc composée de fluxapyroxale et de méphéntrifluconazole, testée à 3 doses différentes. Donc dans le contexte 2021, Revistar est supérieur aux références, donc on a une différence significative pour la dose forte de 0,9 et pas de différence significative pour les deux autres doses. On a également testé le Zoom à 0,75 litres hectare, qui, alors je vous rappelle, est composé comme le Revi de méphène et de fluxapyroxale, mais grammé différemment. Il n'apparaît pas ici sur le graphique, mais il est équivalent litre de Revistar XL. Ensuite, l'ajout de Folpel ou de Pygmalion à une faible dose de Revi, donc ici on l'a ajouté à la dose de 0,6 de Revi, permet un léger gain de rendement, mais ce gain reste, quoi qu'il en soit, inférieur à Revistar à forte dose, donc à Revistar à 0. Et enfin, nous avons le Kestar, tout en bas, donc la fenpicoxamide, associée avec d'une part du solaténol, qui, soit dit au passage, constitue une solution sans triazole, et d'autre part, associée avec du metconazole. Donc pour ces deux associations, on a des résultats très proches, et dans le contexte de 2021, ces deux associations vont être supérieures aux références Elatus et Cardix, même si on n'a pas de différence significative. Alors ensuite, très rapidement, on a un autre regroupement de 3 essais, également conduits en 2021, avec une nuisibilité de 19,2 quintaux, et dans laquelle on voit que la solution Kestar a donc fenpicoxamide à 1,1 litre avec de l'Elatus à 0,55 est équivalente techniquement aux solutions Revistar XL. Et enfin, une synthèse pluriannuelle qui nous permet d'établir un petit peu plus sereinement des équivalences techniques entre les différentes solutions qu'on avait dans les essais. Donc nous pouvons confirmer ce qu'on avait vu en 2021, à savoir que Elatucera est techniquement équivalent à un Cardix à 0,9, à un Revistar à 0,75 et à un Kestar 1,1 litre avec Elatus Plus à 0,55. Voilà. Je vous propose maintenant un petit focus sur les projets à venir. Donc tout d'abord, alors tout en haut, on a toujours notre référence Elatus. Ensuite, la solution APN04, donc un projet de chez Syngenta dont l'homologation est prévue en 2024 et qui est composé de pidiflumétophène, ou de adépidine et de prothioconazole. Donc on l'a testé à 3 doses différentes, entre 2 litres et 1,33 litre, et on voit que sur septoriose, on n'a pas d'effet dose et que même la plus faible dose, donc à 1,33, surpasse largement la référence. Donc une solution très prometteuse. Et ensuite, dans le bas du graphique, on a le projet F170 de chez Bayer, qui associe du bixaphène au fluopyram, et on l'a évalué avec différents partenaires, donc en l'occurrence du Kestar et du Metcostar. Donc Kestar semble être un partenaire intéressant, ce qui offre une solution sans triazole avec des niveaux d'efficacité et de rendement supérieurs
aux partenaires Medco-Nasol. Mais néanmoins, l'association avec Medco reste, dans le contexte de 2021, à minima équivalente, voire légèrement supérieure à la référence. Et donc, si je conclus sur les T2, donc on a à notre disposition de nombreuses solutions qui sont équivalentes techniquement, comme nous venons de le voir. L'arrivée de la fenpicoxamide sur le marché avec un mode d'action différent, comme vous l'a dit Élodie tout à l'heure, pourra permettre une meilleure alternance des modes d'action et ainsi limiter au maximum les évolutions de résistance. On a certains nouveaux projets qui sont actuellement en test chez nous qui apparaissent comme très prometteurs. Donc je pense notamment à la dépidine qui confirme en 2021 ses excellents résultats sur cette taux. Et en ce qui concerne l'ajout du Folpel en T2, donc nous avons vu précédemment qu'il est neutre sur l'évolution des souches résistantes. Donc on préconisera de ne pas le systématiser en T2. De même que l'utilisation du biocontrôle en substitution d'une partie du T2 qui nous semble à aujourd'hui assez risqué et on conseillerait plutôt le biocontrôle en T1. Voilà. Et enfin, nous voulions vous présenter quelques résultats obtenus avec des stratégies 100% biocontrôle. Donc nous avons ici un regroupement de 2 essais dans lequel on a 2 modalités biocontrôle qui ont été comparées à une référence, donc ici Cardix à 0,9. Les modalités biocontrôle sont composées de 4 applications de soufre, alors soit héliosoufre, soit Cefica, donc ça fait une application tous les 10 jours. Donc le soufre, on le teste dans nos réseaux depuis plusieurs années et on sait maintenant qu'il répond bien à la septoriose. Donc l'idée ici, dans ce protocole, c'était pas de rechercher le positionnement optimal des applications, mais bien de faire un screening des produits. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a des modalités 100% biocontrôle qui vont faire jeu égal avec la référence en termes de rendement. Alors je vous rappelle quand même ici qu'on parle uniquement en rendement brut. Donc on a bien conscience qu'il ne sera pas forcément envisageable de proposer 4 applications, d'autant plus de soufre pour lesquelles les applications peuvent être assez délicates. Mais on va essayer maintenant de travailler l'optimisation de ces positionnements. Et je vais maintenant vous remercier de votre attention et passer la parole à ma collègue Élodie Gagliardi qui va vous présenter les résultats des essais combinaisons de levier. Merci Charlotte. Donc je poursuis avec les essais combinaisons de levier en 2021, mais vous dire qu'on travaille ce sujet déjà depuis maintenant 2-3 ans et on va essayer de vous apporter un certain nombre d'éléments de réponse. Donc l'idée est assez simple, hein, c'est d'essayer de mettre en œuvre les principaux leviers de lutte intégrée dans l'exemple de la lutte contre la septoriose. Donc, vous connaissez peut-être ce graphique, hein, donc c'est en fait toutes les petites briques de la lutte intégrée, depuis tout ce qui va toucher à la prophylaxie, donc essayer de diminuer la pression en amont. Donc on entend par exemple les leviers agronomiques, donc par exemple le décalage de la date de semis, donc c'est ce qu'on a mis en œuvre dans 6 sites d'essai cette année. Voilà, une dizaine de jours, voir l'impact sur la pression maladie. Le levier évidemment génétique, donc l'utilisation de variétés les plus tolérantes possibles pour essayer de réduire la pression en amont et éviter les traitements systématiques. Donc là aussi, dans les essais, on a implanté 2 sensibilités variétales à la septoriose. Et puis après, avant d'intervenir, essayer de raisonner les interventions en caractérisant le risque, en utilisant des outils d'aide à la décision. Et donc là aussi, dans les essais, on a piloté toutes les modalités avec l'outil Septolis. Enfin, lorsqu'on arrive à une nécessité d'intervention, eh bien là, on peut également essayer de raisonner la lutte chimique en conventionnel. Donc, on a, on va dire, réalisé un certain nombre de programmes de protection pour chiffrer l'enjeu du T1, l'enjeu du T3. On a fait également des tests de dose. Et puis, la brique biocontrôle dont on vient de parler, essayer de voir comment on pouvait la combiner, l'optimiser en raisonnant aussi ces interventions, en croisant ça avec la sensibilité variétale. Donc ça, c'est un petit peu le détail du protocole. Maintenant, les résultats. Quelque chose que tout le monde a en tête, mais voilà, on l'a rechiffré pour 2021, l'enjeu des principaux leviers agronomiques. Donc là, on vous a présenté la nuisibilité septoriose dans tous les sites d'essai. Donc là, vous n'en trouvez plus que 5. On a écarté un essai du côté de Dijon où il y avait beaucoup de vulpins qui ont parasité un petit peu les résultats. Donc il nous reste 5 essais où on confirme évidemment l'importance de la sensibilité variétale. Donc en rouge, vous avez la nuisibilité des variétés sensibles dans certains sites d'essai. Donc là, on voit dans l'essai de laine, on est monté jusqu'à 26 quintaux. En Champagne, on n'était que à 11 quintaux de nuisibilité.
Et puis, sur l'essai du 27 dans l'heure, on était à 15 quintaux, par exemple. Donc, on voit aussi la variabilité de nuisibilité selon le site, mais on voit aussi le poids de la sensibilité variétale, où on a un écart qui peut passer du simple au double, voire au triple, et on confirme en moyenne, donc là, c'est la moyenne de tous les essais, un enjeu en 2021 autour d'une dizaine de quintaux sur l'exemple de la première date de SMI. Donc, un enjeu fort. Deuxième levier agronomique qu'on a testé, c'est l'enjeu du décalage de la date de SMI. Donc, en bleu clair, vous avez les premières dates de SMI. En moyenne, sur les essais, on était autour du 17 octobre. Et puis, on a essayé de décaler d'une dizaine, quinzaine de jours, voir l'impact. Donc, effectivement, on réduit la pression septoriose et on a un impact direct sur une baisse de nuisibilité de l'ordre de 4-5 quintaux selon les essais. Ça dépend. Ici, on n'a quasiment pas d'effet du décalage de la date de SMI. Donc, un levier qui peut être efficace, mais dont l'enjeu est beaucoup plus limité par rapport à l'enjeu variétal. Et on verra tout à l'heure aussi qu'il peut avoir un impact sur la productivité. Donc ensuite, on a essayé de vous proposer un zoom sur 3 essais qui présentaient l'ensemble des combinaisons possibles, depuis le décalage de la date de SMI jusqu'à l'implantation des 2 sensibilités variétales, avec le pilotage des outils d'aide à la décision. Donc, un essai en Champagne, où vous retrouvez les 2 dates de SMI et les variétés sélectionnées. Un essai en Normandie, dans l'Eure, et puis un essai dans l'Aisne, en Hauts-de-France. Donc, je vais vous présenter les résultats sur ces moyennes de 3 essais qui présentaient une nuisibilité moyenne d'une quinzaine de quintaux, donc quand même assez élevée, modérée. Donc là, c'est une illustration de la réponse à l'application des fongicides au travers d'une courbe de réponse où on illustre le rendement brut selon l'investissement fongicide. Donc ici, sur l'échelle des abscisses, vous avez le coût du programme, donc présenté en euros hectares. Et puis en ordonnée, vous avez le rendement brut. Et vous avez toutes les modalités qu'on a comparées. Donc je vais les représenter. Donc les ronds, ce sont les premières dates de SMI. Les triangles, ce sont les deuxièmes dates de SMI. Et puis la couleur verte, c'est la variété peu sensible. Et la couleur rouge, c'est la variété sensible. Donc, on peut prendre l'exemple de la variété sensible semée à la première date. Sur la moyenne des 3 essais, on est à 90 quintaux de rendement brut dans le témoin, avec 0 investissement fongicide. Et puis, on voit la réponse aux maladies en augmentant, en faisant une couverture T2. Donc, ça, on est sur un Elatusera à 0,6 ou 0,75. On voit l'effet du complément T3, où on a ajouté un Ampera. Et puis, on voit l'effet du programme systématique T1, T2, T3, où on a appliqué en T1 un Juventus soufre. Donc ici, on retrouve finalement la nuisibilité. On arrive à 105 quintaux bruts et on retrouve à peu près une quinzaine de quintaux de perte de rendement dans cette situation. On voit ici l'enjeu du décalage de la date de SMI. Donc, première conséquence, c'est qu'on perd un petit peu en productivité. On retrouve les 4 quintaux un petit peu de perte. Par contre, sur la nuisibilité, les courbes sont parallèles, donc on abaisse très peu finalement la nuisibilité finale. On reste sur également 3-4 quintaux d'écart entre les deux. Là où ça peut être intéressant, c'est de regarder maintenant du côté des variétés peu sensibles. Donc là, au niveau du protocole, on s'est arrêté sur un passage unique à T2 avec un effet dose. Donc, on a passé uniquement un Elatusera à 0,6, 0,75. On voit que la nuisibilité est un peu plus modérée. On remarque aussi par ailleurs que les variétés choisies dans ces essais en termes de productivité étaient supérieures aux variétés sensibles. Donc ça, c'est effectivement intéressant en première approche. Maintenant, ce qui est intéressant dans l'analyse de ces essais d'un point de vue global, c'est d'aller jusqu'à l'évaluation du rendement économique. Donc, on a transformé ces courbes de réponse de rendement brut en rendement net. Donc, pour passer du rendement brut au rendement net, on intègre l'investissement fongicide. On prend en compte également le prix du blé, évalué ici à 19 € du quintal. Et petite précision, on n'a pas pris en compte le coût des passages dans cette évaluation. Donc, premier résultat, on voit que déjà les courbes s'aplatissent, en prenant en compte évidemment l'investissement fongicide. On peut les lire de cette manière, c'est-à-dire à partir du moment où on arrive au plateau, eh bien, on est à l'optimum technico-économique et on peut déterminer a posteriori l'investissement optimal. Donc là, dans cette série d'essais, voilà, autour de 80 € à peu près, sur la variété sensible en première date, on est à peu près à l'optimum. Deuxième enseignement, on confirme que le traitement clé, c'est vraiment le traitement couverture à dernière feuille étalée. Vous voyez qu'on récupère
plus de la moitié, on va dire, de l'investissement, voire 60 à 80%, passage T2. On peut chiffrer l'enjeu d'un relais du T3 ici, où on va encore chercher quelques quintaux nets, 2 à 3 quintaux nets. Donc là, on est vraiment dans le cadre de cette année 2021, comme on l'a présenté tout à l'heure, où on a une septo tardive, donc un intérêt du T3. On remarquera par ailleurs que ce n'est pas le cas chaque année. L'année dernière, on avait très peu de gains sur cette couverture T3. Et puis, pour aller chercher les derniers quintaux, avec la couverture également au T1, on voit que, comme on l'a dit précédemment, l'enjeu économique est quand même relativement modéré. On est autour du quintal net. Et donc, voilà, les derniers quintaux sont durs à aller chercher et coûtent cher. Du côté de la variété peu sensible, l'effet dose est présent, mais de manière quand même très modérée. Dès qu'on a une première protection, une couverture à dernière feuille, on est quand même déjà relativement équilibré d'un point de vue économique. Donc ça, c'est la première approche. Et puis ensuite, on a essayé de combiner l'ensemble des autres leviers, en particulier essayer de piloter les modalités avec les déclenchements des outils pour s'adapter à l'année et au contexte météo. Donc là, sur chacun des essais, on a fait de manière précise des déclenchements à la modalité. Donc, c'est des protocoles quand même assez lourds à suivre. On remercie également les équipes qui s'investissent dans ces essais, puisque vous le voyez, pour chaque essai, on a un pilotage à la variété, à la date de semis. Et donc là, je peux prendre quelques exemples. L'essai de Champagne, premier déclenchement à dernière feuille pointante, également des dernières feuilles pointantes sur la variété sensible. Alors que l'essai dans l'Aisne, on a pu attendre l'étalement de la dernière feuille pour le premier déclenchement, également sur la date de semis. Donc, une forte variabilité dans les essais. En termes de présentation, si on avait des règles de décision un peu spécifiques dans le protocole, dès qu'on a un déclenchement en dernière feuille pointante, on intervient, on suit un petit peu nos recommandations avec un petit T1, donc un jus 20 plus soufre, avec une couverture à dernière feuille étalée. Et lorsqu'on a un déclenchement à dernière feuille étalée, on passe directement sur la couverture dernière feuille qu'on relaye avec un T3, donc Elatus suivi d'un Ampera. Donc l'ensemble de ces modalités a été moyenné avec ce petit logo sur chacun des 3 sites. Et voici les résultats. Donc on va aller un petit peu plus vite maintenant que vous avez compris le protocole, parce que la lecture est assez rapide et on confirme finalement ce qu'on a mis en avant toutes ces dernières années, c'est-à-dire l'intérêt des outils de pilotage, puisque vous voyez que le petit losange bleu se positionne à chaque fois sur la courbe de réponse économique. Donc, c'est-à-dire qu'on ne dégrade pas la réponse technique. Et puis finalement, on optimise également, puisqu'on est proche de l'optimum, et on arrête, on va dire, les investissements trop lourds. Donc, on est vraiment sur le plateau, et ce, pour chacun des situations, que ce soit sur la variété sensible date 1, qui en moyenne, voilà, nécessitait 2 passages. On voit également qu'on réduit l'investissement pour la date 2, puisque on plafonne quand même plus rapidement ici. Et puis pour les variétés peu sensibles, l'impasse du T1 est également justifiée. Voilà, donc de manière assez rapide. Deuxième modalité qu'on a testée, c'est l'enjeu autour du biocontrôle. Donc on l'a vu, Charlotte nous a montré qu'on teste ça depuis déjà beaucoup d'années. On a fait des screenings d'un grand nombre de molécules. On ne vous présente qu'une petite partie des travaux. Et l'idée, vous l'avez vu, c'est ça fonctionne. On réussit à lever une partie de la nuisibilité, surtout sur variétés sensibles. Mais on est quand même toujours un petit peu en dessous des références et surtout, l'investissement est quand même assez important. Donc, l'idée, c'est d'essayer de le raisonner en le combinant aussi aux autres leviers, en le raisonnant avec les outils de pilotage, donc en s'adossant en fait au déclenchement et en essayant de réduire le nombre de passages. Parce qu'on avait vu précédemment 4 passages, ça fonctionne, mais c'est quand même assez lourd. Donc là, lorsque ça déclenche la dernière feuille pointante, on fait 3 passages, une alternance de soufre-phosphonate à dernière feuille pointante qu'on relaye à dernière feuille étalée, donc 2 fois, et on termine à floraison avec un passage de soufre. Et lorsqu'on se déclenche un peu plus tard, comme ici, à dernière feuille étalée ou plus, on peut réduire à 2 passages et donc réduire l'investissement avec un soufre-phosphonate suivi d'un soufre. Donc ça, c'était le pilotage sur les variétés sensibles. Donc on a fait la moyenne de l'ensemble de ces modalités. Donc dans le graphique, vous voyez les petits carrés biocontrôle, ce sont la moyenne de l'ensemble de ces déclenchements entre 2 et 3 passages selon les situations.
Donc, résultat sur les variétés sensibles, on voit que même si on a une certaine efficacité sur le rendement brut, ce qu'on avait vu précédemment, en rendement net, d'un point de vue économique, on dégrade quand même le résultat puisqu'on se situe sous la courbe de réponse, donc on est effectivement inférieur quand même aux références chimiques. Donc, sur du 100% biocontrôle sur variétés sensibles, nous semble encore un peu compliqué. Donc, il nous faut évidemment travailler les combinaisons. Là où ça commence à devenir intéressant, c'est sur les variétés peu sensibles. On avait les deux modalités distinctes dans chacun des sites d'essai, donc du biocontrôle en 2 passages et également on avait du biocontrôle en 3 passages. Et on voit qu'en 2 passages, donc en optimisant, en utilisant les outils de pilotage, on réussit à être finalement assez proche des références conventionnelles, même si on est quand même un tout petit peu en dessous encore. Et dès lors qu'on on augmente l'investissement, là, on s'écarte quand même de la réponse économique. Donc voilà, donc si vous m'avez suivi, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de voir avec, d'un point de vue un peu macro, finalement, quel était l'optimum cette année-là. Donc dans cette série d'essais, si je regarde le haut en fait, du panier, c'est finalement choisir une variété peu sensible qui, je l'ai noté au tout début, était quand même relativement productive, combinée avec des outils de pilotage et voire même du biocontrôle, c'était assez satisfaisant. On ne fait également pas d'erreur d'utiliser une variété sensible, pilotée avec des outils, on voit qu'on n'est pas loin. Et là où je vous emmène, c'est aussi sur l'importance du choix variétal, qui va quand même conditionner fortement la réponse finale. Et je vous illustre ça avec la dernière série d'essais, donc en 2020, où on a sélectionné 3 autres essais, donc dans le Nord, en Île-de-France et puis en Champagne. Mais cette fois-ci, c'était des conditions, si vous vous souvenez, très différentes. On avait très peu de nuisibilité. Et donc là, la réponse économique est toute différente. Donc, on est quasiment sur un plateau, c'est-à-dire qu'on avait en moyenne 5 quintaux et donc très peu de retour sur investissement des applications. Et là où finalement on voit l'intérêt, c'est que les meilleures réponses se situaient pas loin du témoin. Dans cette série d'essais, c'était les variétés sensibles qui étaient les plus productives et qui s'en sortaient beaucoup mieux. On remarque aussi que cette année-là, on a eu beaucoup de mal sur les semis tardifs et on a quand même une pénalité assez forte du décalage de la date de semis, donc il faudra aussi faire attention. Et la recommandation au niveau de la gestion de la septo, c'est surtout de ne pas semer trop tôt, on va dire. On peut quand même remarquer que les outils de pilotage se positionnent toujours aussi sur la courbe de réponse, donc voilà, on ne fait pas d'erreur et on réussit à optimiser sur quelque chose qui aurait été systématique. Donc voilà, nécessité d'ajustement à l'année grâce aux outils de pilotage en termes de conclusion, donc ça on confirme. Le premier levier, j'y reviens pas, ce sera un peu notre fil conducteur de tout le topo, c'est vraiment le choix de la variété, avec quand même le petit bémol d'essayer de diversifier au maximum sur une exploitation ou dans un assolement ces variétés pour les préserver. Et puis, vous voyez des résultats intéressants autour du biocontrôle, voire du 100% biocontrôle, mais un positionnement qui reste encore à travailler, à optimiser, pour pouvoir être à la fois technique et puis économiquement efficace. Bon, je ne reviens pas sur le décalage de la date de semis, ce sera plutôt à réserver sur des enjeux d'autres bioagresseurs autour, par exemple, gestion du désherbage ou risque ravageur à l'automne. Là, il y a vraiment des enjeux forts. Sur la septoriose, il y a un petit enjeu, mais finalement beaucoup plus modéré par rapport aux autres. Voilà pour cette partie. Donc pour la partie rouille brune, c'est Yves Pousset qui va vous présenter les résultats. Oui, bonjour à tous. Donc moi je suis Yves Pousset, je suis ingénieur régional basé en Rhône-Alpes, à côté de Lyon-Saint-Exupéry. Donc la rouille brune, je vous propose un petit point sur les innovations produits qu'on a testées en 2021. Donc tout d'abord un rappel du contexte. Donc en 2021, la rouille brune est apparue assez tardivement, que ce soit sur blé tendre ou blé dur. Et cette arrivée tardive a occasionné une nuisibilité assez faible. Le printemps froid et sec, comme pour la septo, donc n'a pas permis ni l'installation précoce de cette maladie, ni son expression dans les parcelles cette année. Comme vous pouvez le voir sur la carte, en fait, c'est plutôt vert clair, vert foncé. Il y a quelques petites régions qui sont en jaune, mais des nuisibilités faibles. Et ceci pour la 3e année consécutive. Donc il faut bien garder
en tête ce contexte dans l'évaluation des innovations. Néanmoins, on a pu mener quelques expérimentations. Donc, en fait, les résultats que je vous propose reposent sur 2 essais donc, qui ont été réalisés dans la Drôme et dans le Gers. Pour une usabilité de 9 quintaux 4 par hectare, donc en fait un peu moins de 10 quintaux, c'est la plus faible usabilité rencontrée ces dernières années. Voilà, donc en fait, ces essais ont fait l'objet d'une impasse sur le T1, puisqu'il n'y avait pas de septoriose. Normalement, on fait une protection septo quand la septoriose est dans l'essai. Ici, pas de septoriose, donc impasse T1. Donc, on va juger en fait un traitement unique en T2 qui a été réalisé au stade gonflement. Donc, BBCH 49. Et un autre point avant de démarrer, donc vous remarquerez que ce soit pour l'efficacité ou pour les rendements, en fait, la précision des essais ne nous a pas permis de déterminer des différences significatives. Donc, le petit NS signifie non significatif. Donc, en fait, la longueur des bâtons est à prendre. Faut prendre en considération ce fait. Hein. Donc, en fait, il y a des écarts, mais ils ne sont pas significatifs. Néanmoins, on voit que Elatus ERA reste notre référence sur rouille brune, hein, qui obtient 98% d'efficacité. Cardix, donc haute référence, est un petit peu inférieur en valeur intrinsèque. C'est déjà ce qu'on avait constaté sur les nombreux essais qu'on a réalisés par le passé. Si on le complète par une strobilurine, les strobilurines, je rappelle, sont toujours très efficaces sur la rouille. Donc Cardix plus Twist, eh bien en fait on recouvre des niveaux d'efficacité tout à fait corrects et qui sont du niveau pratiquement de la référence. En nouveauté cette année, donc une proposition de chez Corteva, donc Univoque. Donc Univoque qui contient de la fenpicoxamide, 60 grammes par litre, 60 grammes par hectare ici appliqué, auquel est associé le prothioconazole. Donc en fait, cette spécialité a été associée à l'azoxystrobine, donc en fait pour un traitement complet. On sait que la fenpicoxamide sur la rouille ne se suffira pas elle-même et il faut la compléter pour une meilleure efficacité et une meilleure durabilité des solutions. Néanmoins, ça apporte une nouvelle famille dans la lutte contre la rouille. Et donc, en fait, c'est très intéressant de pouvoir la tester. On voit que l'association Univoque Amistar apporte 96% d'efficacité et donc elle est tout à fait correcte. Et ensuite, la déclinaison de Revistar et de Zoom, en fait, donc Revistar à 0,9, donc produit qui est très puissant contre la rouille, hein, donc on l'avait déjà constaté par les années passées. Si on module un petit peu la dose et qu'on complète par une strobilurine, donc Revistar 0,7 et Comet 0,35, on a les mêmes niveaux d'efficacité et on a une diversification des molécules qui permet d'assurer la durabilité de ces solutions. C'était plutôt ce type de solution qu'on proposera. Donc BASF propose Zoom, donc avec un autre équilibre des 2 matières actives qui composent ces produits. Donc à dosage égal de produit, hein, donc 0,9, on a la même efficacité que le Revistar. Et comme pour le Revistar, en modulant la dose à 0,7, en y adjoignant un petit peu de strobilurine via le Comet, hein, la pyraclostrobine, on a les mêmes niveaux d'efficacité. Donc tout à fait satisfaisant et donc en fait qui propose une diversité des molécules testées pour une meilleure durabilité des solutions. Si on passe aux nouveautés, hein, donc toujours sur le même essai avec les mêmes usabilités, je vous ai laissé les produits qu'on vient de voir pour que vous puissiez comparer. Donc 2 nouveautés particulières qui sont encore en cours d'étude, qui ne sont pas tout à fait disponibles sur le marché, ça prendra encore un petit peu de temps. Donc l'EF 170 BCF de chez Bayer, donc qui est une association, une déclinaison hein, de l'association de bixaphène et fluopyram. Donc en fait, cette déclinaison va permettre de pouvoir travailler avec différents partenaires sur la rouille. Donc ici, dans cet exemple, il a été associé à Fandango, donc il a rajouté un peu de prothioconazole et de la fluoxastrobine pour des niveaux d'efficacité tout à fait satisfaisants dans cette circonstance. Il faudra retravailler ce produit dans le futur
avec différents partenaires pour essayer de voir quel est le plus adapté et quelles vont être les doses qu'il va falloir utiliser, à laquelle il va falloir utiliser. Et puis, tout en bas du graphe, l'APN 04, donc en fait la dépidine, testée ici à 2 litres, hein, donc je rappelle que son homologation c'est 2,65, hein, donc ici est testé à 2 litres, il donne de très bons résultats, hein, 93% d'efficacité, donc voilà, c'était déjà des résultats qu'on avait observés par le passé. Néanmoins, ne jamais perdre de vue que ça fait 3 années qu'on a des attaques de roue qui sont plutôt modérées, voire faibles, et qu'il faudra peut-être rejuger ces nouveautés à l'aune d'une attaque un petit peu plus consistante. Si on passe voilà, à la conclusion sur la rue Brune, donc la nuisibilité globale du complexe donc, est faible en 2021, comme elle l'avait été en 2019 et en 2020. Donc toujours garder ça en tête pour pouvoir juger de l'efficacité des produits. Un grand nombre de solutions efficaces, toujours sur rouille, hein, c'est l'avantage. Hein, les IDM, les SDHI, avec ou pas des strobilurines, vont offrir des solutions variées pour lutter contre la rouille brune. La référence reste Elatucera. Cardix est un petit peu en retrait, mais avec l'adjonction de strobilurine, on retrouve des très bons niveaux d'efficacité. Les propositions de BASF, Revistar et Zoom présentent de très bonnes efficacités sur rouille brune en valeur intrinsèque, mais on préférera les associer avec une strobilurine pour la durabilité des solutions. L'association Univoc Amistar a aussi montré une bonne efficacité, assez proche de la référence, donc à suivre pour les années futures. Et puis les deux spécialités qui sont encore en cours d'étude, donc la lépidine et le F170 BCS, donc eh bien, il va falloir continuer à y travailler pour essayer de déterminer la dose d'utilisation et les partenaires qui vont bien aller pour une bonne protection contre la rouille brune. Voilà pour la rouille brune. Et je passe la parole donc à Aude Carrera pour la fusariose. Oui, donc bonjour, Aude Carrera, donc moi je suis régionale sur l'Aquitaine. Donc je vais vous parler fusariose. Donc quand on parle fusariose, en fait on parle d'un complexe de champignons. Et donc on parle de Fusarium graminearum qui produit des toxines de type déoxynivalénol, donc plus facilement on dit DON, et puis Microdocium spp qui ne produit pas de toxines mais qui peut avoir des impacts rendement. Donc dans les deux cas, ce qui va favoriser leur apparition, c'est des pluviométries à floraison, donc c'est la plus grande période de contamination, c'est la floraison. Vous voyez que sur graminearum, cette période elle est très courte, vraiment centrée sur la floraison. Par contre, pour Microdocium spp, on peut avoir des contaminations fin de cycle, donc vous voyez, pendant tout le remplissage. Sur Graminearum, on a aussi d'autres facteurs qui peuvent jouer, c'est la présence d'inoculum et la manière dont l'inoculum va évoluer au cours de la montaison. Et donc, on constate, comme en 2020 ou 2021, que quand on a une forte sécheresse courant montaison, on a une diminution du risque, même si derrière les conditions sont favorables à floraison. La particularité de Graminearum également, c'est qu'on a pu mettre en avant des facteurs agronomiques qui sont la présence de résidus et de résidus à risque, de précédents culturaux à risque, et pour le blé tendre, la sensibilité variétale. Le blé dur est une espèce considérée comme la plus sensible sur céréales à paille. Si on insiste aujourd'hui sur les fusarioses, c'est parce que la réglementation est en cours d'évolution. Donc des études de toxicité ont montré qu'en plus du DON, il y avait des formes modifiées, donc qui proviennent de DON mais qui sont modifiées, mais qui présentent également des niveaux de toxicité qui sont équivalents. Donc tout ça, ça a amené l'Union européenne à rediscuter des seuils réglementaires. Donc voilà où on en est, l'état des discussions où on en est, hein, donc avec un abaissement de seuil qui serait prévu à 1500 ppb sur blé dur, alors qu'actuellement on est à 1750. Sur blé tendre, donc classé dans autres céréales, on passerait à 1000 ppb au lieu de 1250 aujourd'hui. Donc si on arrive sur des produits finis, les seuils sont plus abaissés encore. Donc cette réglementation n'est pas encore complètement fixée, vous l'avez vu, mais par contre elle rentrera en vigueur dès cette récolte, hein, donc 1er juillet 2022. Donc, quel impact ? Donc ici, on vous montre les impacts pour la filière blé dur. Donc c'est
issus des enquêtes France Agrimaire. Donc on a repris dans ce tableau les années favorables à la fusariose de ces dernières campagnes, avec une hypothèse où le seuil serait à 1500 pour blé dur au lieu de 1750. Donc vous voyez dans la colonne de gauche, au niveau national, la part supplémentaire de la collecte qui serait disqualifiée pour avoir excédé le nouveau seuil réglementaire. Donc c'est l'ordre de 6-7%, bon 15% pour la fameuse année 2007 qui était la pire année qu'on ait rencontrée sur fusariose. Et puis, comme on sait que ça peut être un phénomène assez localisé, en fonction de comment se répartissent les pluies au moment de la floraison, on a parfois des régions qui vont être certaines années beaucoup plus touchées que d'autres. Et donc, vous voyez qu'à l'échelle régionale, cette part de collecte touchée peut être supplémentaire, peut être importante, jusqu'à 20% en 2020 sur les secteurs concernés. Donc, pour Graminerum, qui produit du DON, on a pu mettre en avant des facteurs agronomiques et mettre en avant des grilles de risque, à la fois pour le blé tendre et le blé dur, qui sont souvent diffusées dans nos informations. Ici, on vous montre la grille pour le blé tendre, donc qui tient compte du type de précédent, donc maïs et sorgho étant les précédents les plus à risque, de la manière dont sont gérés les résidus, est-ce qu'ils sont en surface ou est-ce qu'ils sont enfouis. Et ensuite, de l'autre facteur important à prendre en compte, c'est la sensibilité variétale de variétés peu sensibles aux variétés les plus sensibles. Donc cela va nous donner un risque agronomique qui va de 1 à 7 pour les parcelles les plus à risque. Et on croise ensuite avec la quantité de pluie à floraison pour donner une indication de traitement. Si on regarde sur cette diapo, on va voir, en fonction du risque agronomique, quelles sont les teneurs en moyenne en DON qu'on obtient et à quelle fréquence on dépasse les seuils réglementaires. Donc on a repris en fait des enquêtes au champ qui ont été menées sur blé tendre entre 2007 et 2020. Donc vous avez les barres qui représentent la moyenne DON de ces enquêtes en fonction du risque agronomique. 5, 6, 7, donc on est en précédent à risque avec des variétés peu sensibles à variétés sensibles pour le risque 7. Donc vous voyez effectivement que les leviers agronomiques fonctionnent et que plus on augmente le risque agronomique et plus on a une augmentation du DON. Les courbes représentent le pourcentage de parcelles qui vont dépasser les seuils réglementaires. Donc en orange, c'est l'ancien seuil et le bleu, c'est le seuil en cours de discussion. Donc vous voyez encore une fois que sur les risques agronomiques faibles, de 1 à 3, on a une très faible augmentation et une très faible proportion des parcelles qui dépassent la réglementation. Par contre, à partir des risques 4, là, effectivement, une augmentation assez forte du pourcentage de parcelles qui peuvent dépasser la norme. Donc cette année, en 2021, on avait mis en place un essai à Bergerac en conditions favorables, c'est-à-dire qu'on a brumisé à floraison pour favoriser les contaminations, et on a testé les leviers agronomiques et leurs combinaisons. Donc vous avez ici la pire situation, donc le risque agronomique 7, où on a choisi une variété sensible et où on avait des résidus maïs à la surface. Si on part de cette situation et qu'on traite à floraison, on voit que donc on était sur un peu plus de 2000-2300 environ ppb. Si on applique un traitement, on a une efficacité de 56%, mais vous voyez qu'on est assez juste, on est près de la future réglementation qui serait de 1000 ppb en blé tendre. Vous voyez que sans traitement, rien qu'en gérant les résidus, on arrive à une efficacité qui est équivalente, voire un petit peu supérieure, de 60%, donc rien qu'en gérant les résidus. Si on combine gestion des résidus plus traitement, là on arrive avec une efficacité tout à fait satisfaisante puisqu'on est à 92% d'efficacité. Vous voyez que le taux de DON là est très abaissé. Mais il y a aussi un levier important à prendre en compte, c'est la sensibilité variétale. Donc rien qu'en changeant la variété choisie, même avec des résidus à la surface, on obtient un niveau de DON d'environ 500, beaucoup plus raisonnable. Et si on applique tous les leviers agronomiques sans aucun traitement, donc gestion des résidus plus choix de la variété, l'efficacité est de 93% et le taux de DON est considérablement abaissé. Donc on voit bien encore sur cet essai que c'est une maladie, les fusarioses, pour laquelle les leviers agronomiques sont très efficaces et sont vraiment à mettre en place. Alors si on parle plus protection fongicide, alors notez qu'on a repris l'ensemble de nos essais depuis 2004 et pour montrer qu'on voit bien au champ une baisse d'efficacité
sur cette période. Donc vous voyez l'ensemble des essais qui ont été considérés. Donc on a 58 essais qui ont été intégrés dans le graphique, avec soit des dominantes Graminearum, soit des essais où on avait un mix de population entre Gramine et Microdochium, soit des essais purement Microdochium. Et on a replacé en fait sur ce graphique l'efficacité à gauche, 0 étant la moyenne d'efficacité dans tous ces essais, dans ces 58 essais, et on a regardé au cours du temps. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit bien la baisse. Hein. On peut dire que l'efficacité, elle va dépendre quand même de la pression parasitaire. Donc, plus la pression parasitaire est forte et moins les produits sont efficaces. Du type de flore, on sait que c'est plus facile de lutter contre Graminearum, on a plus de matière active efficace que contre Microdochium. Et ça dépend aussi donc du type de matière active. Hein. Les associations protio-tébuco, dans le Prosaro par exemple, sont plus efficaces que le tébuco tout seul. Mais si on sort de ces facteurs-là, quoi qu'il advienne, donc on a noté un déclin en fonction du temps, et on note ce déclin, c'est environ une pente de 2% par an, tout type de produit et tout type de flore confondu, qu'on met on met en cause l'apparition de résistance. On a des analyses labo qui le confirment, mais qui n'ont pas encore pu être publiées. Si on regarde les résultats produits sur cette année, donc la référence n'est plus le Prosaro dans nos essais. On cherche à trouver d'autres types d'associations à base de prothioconazole. Donc on a testé prothioconazole, metconazole en référence, donc courbature caramba. On a aussi courbature amplitude avec donc une association protio-révisol. Et on voit bien une faible efficacité de ces associations de triazole. Donc que ce soit sur Microdochium, là c'est une synthèse de 2 essais. Donc on a un pourcentage d'efficacité là qui est noté. On a 2 autres essais où on a regardé, où on était plutôt sur une population dominante Graminearum. Vous voyez que là encore on est sur des faibles efficacités, inférieures à 30%. Et vous avez sur ces 2 mêmes essais le niveau d'efficacité de Dunn qui est de l'ordre de 60%. Donc voilà pour les références. Si on regarde d'autres types d'associations, donc le Fandango, produit bien connu à floraison, qu'on a testé seul ou associé au LE846, donc un adjuvant. Donc sur Microdochium, on a plutôt un produit bien placé par rapport à la référence, qui se positionne bien. Par contre, on est au niveau de la référence sur Graminearum et on ne voit pas forcément d'intérêt de l'adjuvant, et ce qu'on avait déjà montré les années précédentes. Sur Dunn, on est sur un même niveau d'efficacité. Donc, autre association testée, donc le Wazan, je ne sais pas trop comment on le prononce à vrai dire. Donc c'est le bromuconazole solo qui vient d'être autorisé et qu'on associe toujours au prothioconazole. Donc on est un peu mieux que la référence. Donc ça se positionne pas mal et avec un niveau de Dunn qui est équivalent à la référence. Et enfin, pour terminer sur une note plus positive, parce qu'on voit qu'on est quand même en difficulté produit sur cette cible, vous voyez les résultats de la dépidine, donc qui sortira prochainement, à 2 doses, 2,65 ou 1,33. Donc il y a un effet dose, mais on note une bonne efficacité de ce produit sur Microdochium. Plus de 70% d'efficacité sur la pleine dose quand on n'est que 40% sur la référence. Sur Graminearum, on est bien aussi, 60%. Là, on a un petit peu moins d'effet dose. Et sur le niveau de Dunn, donc à la demi-dose, on est au niveau de la référence, mais on fait un petit peu mieux. On est à 68% d'efficacité sur la pleine dose. Donc voilà, ça fait plusieurs années qu'on fait ce constat du bon résultat de la dépidine sur la cible fusariose. Donc voilà pour ce qu'on voulait vous dire sur la fusa. Merci Aude et Yves pour ces résultats rouille brune et fusariose. Je vous propose de continuer avec Bastien Choupineau qui va nous faire la mise en musique de tous ces résultats-là une fois qu'on veut construire une stratégie pour lutter contre les maladies en fonction des différentes situations. Et après cette présentation-là, on fera une séance de questions. Donc, je te laisse la parole, Bastien. Oui, merci Mathieu. Bonjour à tous. Donc, Bastien Choupineau, ingénieur régional en région centre. Et donc, une fois qu'on a vu tous les résultats, donc, on va se demander comment construire ces stratégies de lutte contre les maladies. Donc, de l'évaluation des risques à la parcelle jusqu'à la création des programmes plus à l'échelle de l'exploitation agricole.
Donc, tout d'abord, donc là, je vais décliner le raisonnement en 4 étapes. Donc, tout d'abord, la première étape, ça va être de déterminer la nuisibilité attendue à l'échelle de la parcelle. Et donc, elle va dépendre de plusieurs facteurs, hein, comme on l'a déjà vu. Donc, notamment le contexte géographique, j'y reviendrai juste après. Le risque parcellaire, donc ça vaut notamment pour le piétin inverse et pour toutes les maladies, donc les fusarioses. Donc, dans le risque parcellaire, on comprend différents éléments, hein, notamment le précédent cultural, avec des risques fusarioses plus élevés en précédent maïs ou sorgho, par exemple. La gestion des résidus, le travail du sol, ou encore voilà, la date de semis. Et le troisième élément à prendre en compte, ça va être le choix variétal, en fait, avec des résistances variétales aux différentes maladies du blé tendre et du blé dur, donc qui peuvent notamment jouer un rôle sur l'apparition et la nuisibilité en fait attendue sur les parcelles. Et donc une fois qu'on a pu estimer la nuisibilité attendue sur sa parcelle, on pourra ajuster en cours de campagne la nuisibilité de l'année en fonction des observations en parcelle, d'un suivi parcellaire avec des outils d'aide à la décision, ou encore par un suivi régulier des bulletins de santé du végétal. Donc, pour l'impact du contexte géographique, donc ici, je vous présente une carte qui a été construite sur la base d'un très grand nombre d'essais conduits sur les 20 dernières années, qui représente en fait la nuisibilité sur blé tendre des différents bassins de production. Donc, en fait, ces cartes sont construites à partir des écarts traités, non traités, des essais maladies ou variétés. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une nuisibilité qui est différente selon les contextes pédoclimatiques, notamment tout ce qui va être zone nord-ouest. On peut voir qu'on a des nuisibilités qui sont assez fortes, hein, autour de 15, 20, voire 25 quintaux hectares. En revanche, on a des zones où on a des nuisibilités qui sont plus faibles, notamment la zone est, où là, on est plutôt entre du 5 et du 10 quintaux hectares. Et donc, voilà, ces résultats sont pondérés en fonction, bien sûr, des variétés représentatives des bassins de production. Et donc, on peut voir que déjà, on a une entrée, un contexte pédoclimatique qui va jouer sur la nuisibilité. Pour le côté variétal, donc là, ici, je vous ai représenté l'évolution du niveau de résistance à la septoriose des variétés de blé tendre cultivées en France. Et donc, ce qu'on peut voir depuis un grand nombre d'années, c'est qu'on a une évolution de la résistance à la septoriose. Et donc, en 2021, on a à peu près la moitié des variétés cultivées qui sont résistantes à la septoriose, donc en termes de surface. Donc, voilà, on a un très grand nombre de variétés qui sont résistantes. On observe ce phénomène aussi sur d'autres maladies, hein. Donc là, je ne l'ai pas représenté ici, mais on observe aussi sur rouille brune. Et sur d'autres maladies. Et on peut ajouter que d'un autre côté, on a aussi un maintien, voire une amélioration des qualités technologiques des blés. Donc aujourd'hui, on a quand même des variétés qui sont à la fois résistantes, qui sont quand même intéressantes en termes de valorisation. Donc l'importance du levier variétal est à prendre en compte dans la gestion de son exploitation. Donc en deuxième étape, ça va être a priori en morte saison de déterminer l'enveloppe fongicide pour la campagne prochaine pour chacune de ces parcelles. Donc là, ici, je vous ai mis un tableau donc, qui représente les dépenses fongicides optimales sur blé tendre en fonction de la pression parasitaire attendue avec des critères donc, de nuisibilité plutôt septoriose et rouille brune. Et donc, on a différentes nuisibilités attendues pour les colonnes du tableau. Et des hypothèses de prix du blé, de prix de vente du blé, qui sont les lignes. Et donc, en fonction de ces deux paramètres, on peut calculer cette dépense fongicide optimale. Donc, nous, on s'est basé sur une hypothèse de prix à 19 € le quintal, mais libre à vous d'ajuster selon vos contrats ou selon les cours du marché, en fait, cette hypothèse de prix à votre convenance. Et donc là, pour prendre un exemple sur le tableau, si on est sur une nuisibilité donc plutôt forte, donc à 20 quintaux hectares. Sur mon hypothèse de prix du blé, on sait qu'on est sur une enveloppe optimale pour le programme à 80 € environ. En revanche, si on abaisse la nuisibilité à 10 quintaux hectares,
par exemple avec le choix d'une variété résistante à la septoriose ou à d'autres maladies qui sont adaptées, qui sont présentes dans vos contextes, on voit qu'on peut diminuer cette enveloppe fongicide optimale d'environ 30 €. Et donc, on a des économies possibles en essayant de baisser la nuisibilité de vos parcelles. On peut aussi dire que voilà, si on se déplace, on a un gros gap entre les différentes colonnes du tableau, donc en fonction de la nuisibilité, mais que selon les hypothèses de prix du blé, le coût des programmes varie quand même peu. Donc, c'est-à-dire que ça n'a pas forcément de sens d'investir de manière déraisonnée, même en cas de prix de vente du blé très élevé. Donc, nos préconisations sur ce point-là restent inchangées, même en fonction de ces prix à la hausse. Donc, ensuite, en troisième étape, ça va être du coup la troisième étape, ça va être de protéger donc les phases sensibles durant le cycle du blé. Donc, ça va être notamment durant la phase de montaison. Donc, ici, on a perdu les diapos surtout. Donc, Mathieu, si tu peux prendre le relais. Merci. Donc, en étape 3, ça va être de déterminer du coup les périodes d'intervention a priori. Et donc, on doit cibler la phase notamment de montaison, qui est la phase sensible à l'élaboration du rendement. Donc, ça ne sert à rien d'intervenir trop tôt, notamment au stade tallage, car les interventions sont non rentabilisées, ni trop tard après la maturité physiologique. Et donc, dans l'élaboration du rendement, on a une contribution importante des 3 dernières feuilles dans ce rendement. Et ça coïncide notamment avec la période de développement des maladies. Et donc, tout l'intérêt est de bien suivre les stades physiologiques de ces parcelles pour pouvoir ensuite intervenir au bon stade, tout en sachant que seules les feuilles présentes au moment de l'intervention sont protégées, donc notamment pour l'intervention cible à dernière feuille étalée. Donc, il faut bien caractériser son stade physiologique avant l'intervention en T2. Et notamment que la protection des feuilles, elle est préventive et non curative. Donc, on essaye d'éviter tout symptôme de maladie sur ces 3 dernières feuilles. Donc, un suivi parcellaire via un outil d'aide à la décision peut s'avérer tout à fait pertinent. Donc là, je vais reprendre les règles de décision par rapport au traitement courant montaison, qu'on appelle couramment T1. Donc ici, vous avez un tableau qui reprend ces règles, notamment avec l'entrée résistante variétale, donc avec les notes de septoriose ou de rouille. Donc on peut voir qu'avec avec le choix d'une variété résistante à la septoriose, en absence de rouille jaune ou avec une variété résistante à la rouille jaune, une intervention à montaison ne sera pas conseillée. En revanche, même si on a un cas d'arrivée de septoriose, mais plutôt tardivement, en revanche, lorsqu'on a un cas d'apparition de rouille jaune présente avant dernière feuille étalée sur variété sensible, là, un traitement à la montaison pourra justifier, donc avec une cible plutôt rouille jaune, voire septoriose en fonction des notes de résistance à la septoriose. Et donc l'impasse à 2 nœuds sur variété résistante à la septoriose, ça reste du coup, comme on l'a dit l'année précédente, la règle. Donc pour illustrer ces règles de décision, donc là je vous ai remis le paysage variétal français en termes de surface. Donc il y a différents codes couleurs. Tout ce qui est en vert foncé, c'est les variétés qui sont à la fois résistantes à la rouille jaune et à la septoriose, donc avec les petites notes entre parenthèses. On voit que ça représente quand même à peu près 35% des surfaces, donc c'est quand même vraiment important, là où il y a une intervention en T1 n'est pas justifiée. Ensuite, les variétés en vert clair, donc ce sont les variétés qui sont résistantes à la septoriose, mais qui ont des notes de sensibilité un peu plus faibles en rouille jaune. Donc là où une intervention sera possible seulement en cas de pustules de rouille jaune sur ces parcelles.
Les variétés en orange sont les variétés qui sont résistantes à la rouille jaune, mais sensibles ou assez sensibles à la septoriose, où là, une intervention à la montaison pourra être réalisée en fonction des déclenchements, soit des outils d'aide à la décision, ou vraiment de fortes attaques de septoriose à des stades sensibles. Mais voilà, ce n'est pas forcément une intervention systématique. Et les variétés donc, qui sont classées en rouge sont les variétés qui sont sensibles à ces deux maladies. Donc là, qu'il faudra bien suivre de près où là, un T1 pourra être justifié. Et donc, je ne reviens pas sur la partie en gris hein, qui est les mélanges, où Delphine a apporté un complément tout à l'heure, qui représente quand même une grosse partie des surfaces. Et donc, en quatrième étape, on a perdu le diapo. En quatrième étape, voilà, ça va être de déterminer les fongicides qui sont les plus adaptés donc, à ces interventions, donc en respectant tout un guide en fait, des bonnes pratiques. Ça va être donc d'éviter, si possible, d'intervenir 2 fois avec la même matière active par campagne. Donc concrètement, ça veut dire pas plus d'un prochlorase, pas plus d'une strobilurine et pas plus d'un SDHI sur sa parcelle. Et d'alterner, si possible, les triazoles en cours de la campagne. Donc pour éviter en fait d'accroître les résistances et d'accélérer ce phénomène de résistance qui se poursuit aujourd'hui. Et donc pour résumer, donc là je vous ai représenté sur un tableau récapitulatif toutes les solutions possibles pour intervenir sur ces parcelles pour différentes maladies en fonction des stades physiologiques. Donc tout en bas du tableau, on a les maladies qui sont un peu plus spécifiques, donc oïdium pied inverse. Donc là, les interventions elles seront à réaliser plutôt précocement, mais c'est voilà, donc il arrive. Donc ce qu'on peut dire déjà, c'est que là, je vous ai fait un tableau quand même qui se veut le plus complet possible, mais voilà, c'est des solutions, c'est toutes les solutions possibles, mais qu'il faudra adapter, bien sûr, en fonction de la nuisibilité de l'année, et notamment du choix variétal et de son risque parcellaire. Donc, pour l'oïdium, qui est plutôt un risque localisé dans certains secteurs, notamment en sol de craie, donc on a différentes solutions possibles, hein, la cyfluphénamide, la fenpropidine, des solutions à base de soufre ou de prokinazide. En pied inverse, on va plutôt essayer de jouer sur le levier variétal pour lutter contre le pied inverse, qui est une maladie inféodée à la parcelle. Mais sinon, en cas d'intervention possible à un nœud, on a des solutions disponibles à base de métraphénone, de ciprotinil ou encore de prothioconazole. Et si je reviens donc sur la partie haute du tableau avec les maladies un peu plus rencontrées classiquement en parcelle, donc pour tout ce qui est rouge-jaune, des interventions peuvent être nécessaires en fonction de si on a des pustules plus virulentes, notamment avant 2 nœuds, avec des solutions à base de triazole ou de strobilurine solo, voire l'association de strobilurine avec des triazoles. Au niveau septo, donc courant montaison, donc les interventions possibles donc, sont à base de 100% biocontrôle, donc soufre ou soufre phosphonate en fonction de l'entrée variétale. Et si on peut également associer des triazoles à des multisites, donc le soufre ou le folpel, en cas de plus forte pression ou de variété sensible. L'intervention prioritaire, elle va se réaliser à dernière feuille étalée, donc notamment cible septo et rouille selon les secteurs. Donc là, il y a plusieurs solutions qui ont montré des efficacités très intéressantes, hein, de l'association de SDHI avec des triazoles ou avec la fenpicoxamide ont montré des résultats intéressants. Et la fenpicoxamide peut également être associée à des triazoles. En cas de risque rouille ou de présence de rouille avérée sur les parcelles, il faudra ajuster les doses du programme septo ou ajuster une strobilurine pour compléter et cibler la rouille. Ensuite, l'intervention à floraison, elle se justifiera en cas de présence de maladies tardives sur les parcelles. Donc, ça peut être de la septoriose. Donc là, on interviendra plutôt avec des triazoles. On peut également avoir de la septoriose associée à de la rouille brune. Donc là, on pourra rajouter aussi de la fluoxastrobine pour cette cible rouille brune.
Mais pour l'intervention spécifique fusariose, donc là, on préférera, donc en fonction du climat, notamment à la floraison et des pluies, on préférera intervenir avec un prothioconazole associé à d'autres triazoles ou avec un prochlorase associé à d'autres triazoles. Et donc, en conclusion de cette partie stratégie, donc en amont de la campagne, ça va être l'important, ça va être de caractériser ces parcelles et de pouvoir choisir en fait des variétés qui sont à la fois adaptées à son contexte pédoclimatique, donc productives, résistantes aux maladies qui sont présentes dans votre contexte. Et j'insisterai sur le fait qu'il faut aussi diversifier ces variétés à l'échelle de l'exploitation pour éviter voilà, de mettre en péril les résistances des variétés, donc de pouvoir aussi jouer sur d'actionner tous ces leviers pour être plus robuste donc à l'échelle de votre exploitation. Et donc pour conclure, là vous pourrez retrouver tous nos guides de préconisation donc maladies à l'échelle nationale ou encore des guides de préconisation régionaux dans les choisir et décider de vos régions pour retrouver donc les informations sur les résultats d'essais et les préconisations variétales ou des programmes adaptés à vos contextes. Et vous pouvez aussi retrouver toutes nos informations sur notre site Arvalis Info pour aller plus loin.